Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 novembre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler Droit TV, Canal, Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, mais aussi Ligue 1 parce que tout ça est lié. C'est une réussite pour le groupe Canal+, mais c'est peut-être une épine dans le pied de la Ligue 1 qui espérait voir son salut dans des droits qui n'auraient pas été obtenus par Canal, mais je vais tout vous expliquer. On parlera également de la rénovation du stade du côté de Montpellier qui sous-entend qu'il n'y aura pas de nouveau stade, de Riolo contre Didier Deschamps qui a enflammé les réseaux sociaux, de l'Italie et de son parcours futur en barrage et enfin de l'avenir de Bukayo Saka. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Canal+ a gagné, ils garderont les droits de la Coupe d'Europe jusqu'en 2031. À eux, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1. Vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, concernant les deux petites Coupes d'Europe, c'est Canal qui les a récupérées, mais ils ont le droit de le sous-licencier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont le revendre à beIN Sport parce que la diffusion n'intéresse pas directement Canal+. Les petites Coupes d'Europe ne faisant pas forcément assez d'audience. Pourquoi Canal+ a réussi à rafler les droits? Eh bien parce que Paramount+, qui était annoncé comme le gros concurrent, le nouvel acteur qui a renversé la donne dans pas mal de pays européens, n'a pas été aussi agressif en France que dans les autres pays. Il y a un symbole qui le montre très bien, c'est que Canal+ a récupéré les droits pour une nouvelle période, mais en payant moins cher que la période précédente. Ça nous montre que les droits étaient surévalués en France, mais surtout Paramount+ n'a pas avancé sur le marché français aussi agressivement qu'ailleurs, parce qu'il est vu comme étant à moins gros potentiel. On a beaucoup d'IPTV, on a moins de fans de foot qu'en Angleterre par exemple, et du coup, un nouvel acteur, oui, il veut prendre des parts de marché, mais pas à n'importe quel prix. Ça arrange énormément Canal+, qui base une bonne partie de sa stratégie d'acquisition sur le football sur la Coupe d'Europe, et ça, il y a la LFP qui le savait bien, et le journal L'Équipe nous a appris qu'ils espéraient qu'ils ne chopent pas forcément les Coupes d'Europe, parce que sans Coupe d'Europe, Canal aurait été obligé de s'intéresser à nouveau à la Ligue 1, mais là je me dis ok, si la LFP en est arrivée au point d'espérer que Canal n'a pas la Ligue des Champions pour les obliger à s'intéresser à Ligue 1+, en devenir le distributeur, voire le nouvel acquéreur des droits, on en est déjà là, moins d'un an après le lancement de Ligue 1+, à espérer que Canal se foire sur ses droits européens pour qu'ils viennent sauver le football français. Ça en dit long sur le climat de confiance et franchement, moi ça me fait peur pour l'avenir de la Ligue 1, mais en tout cas concernant la Ligue des Champions, vous le savez désormais, ce sera sur Canal+. Terminé le projet de nouveau stade du côté de Montpellier, alors c'est pas une information neuve puisque ça avait déjà été annoncé par un politique, mais ici c'est Louis Nicolin lui-même qui le confirme, et il le confirme avec des mots qui sont quelque peu déchirants, parce qu'il dit qu'il s'est clairement investi à fond sur ce projet, qu'il y a même mis un petit peu de sa santé, mais que désormais c'était finito, il abandonnait le projet de nouveau stade. Alors faut avoir en tête que le stade de Hamosson, le stade actuel de Montpellier, c'est une catastrophe. Il est d'une vétusté indescriptible. Il est régulièrement inondé, il y a grosso modo rien qui va pour faire l'attractivité de ce stade, et c'est pour ça qu'il y avait le projet d'un nouveau stade privé. Pas de nouveau stade privé, mais donc concernant ce stade public, il y a un projet de rénovation. On parle de mettre à disposition une grande surface pour prévoir restaurant, bar, une boutique digne de ce nom, mais ce sont des promesses de politique et sans tomber dans le populisme, j'ai quand même envie de balancer que les promesses des politiques, ça n'engage que ceux qui y croient. De toute façon, Louis Nicolin, il joue un petit peu du violon en disant que le stade aurait permis de pas vendre certains joueurs au cours du mercato hivernal, qu'ils ont besoin de ça économiquement, mais un nouveau stade, ça met du temps à sortir de terre, ça prend des années, donc qu'on parle de rénovation ou nouveau stade, Montpellier aura été dans la panade financière quoi qu'il arrive. Par contre, ça nous rappelle un truc qui est plutôt intéressant dans l'économie du foot quand on essaie de l'analyser, c'est que aujourd'hui les droits TV sont beaucoup moins importants qu'il y a de ça très peu de temps, donc les clubs sont obligés de trouver d'autres sources de revenus. Il y a la vente de joueurs, c'est évidemment le truc sur lequel on se repose depuis quelques années, la solution de facilité, mais il va également falloir développer le merchandising, les revenus annexes, la billetterie des stades, et dans ce contexte, la qualité de l'enceinte sportive des clubs est plus importante que jamais, et c'est peut-être pour ça que du côté du club de Montpellier, ça grince autant des dents à rester du côté de la Mosson.
Daniel Riolo contre Didier Deschamps dans un tribunal, ça tourne pas loin du combat de boue, il suffit de regarder le niveau des punchlines qui sont sortis pour s'en rendre compte. Pour rappel, le sélectionneur français poursuit pour diffamation le chroniqueur de RMC qui l'a traité de menteur concernant la gestion du cas Benzema pour la Coupe du Monde 2022, mais il a également rappelé qu'il trempait dans des affaires louches. On va avoir par exemple le fait que Deschamps était le capitaine de l'OM quand il y a eu le scandale de corruption, Deschamps était dans la Juventus à l'époque des scandales de dopage. Et en fait, cette affaire, elle est assez symbolique parce que justement, c'est un euro symbolique que réclame Didier Deschamps dans ce procès. Alors, ça pourra coûter cher à Daniel Riolo car au-delà de l'euro symbolique, je pense qu'il demandera également le remboursement de ses frais d'avocat. Mais tout ça pour vous dire qu'on a vraiment deux visions qui s'opposent. D'un côté, on a un sélectionneur qui n'est pas forcément le meilleur ami des médias, on le sait, et de l'autre, on a Daniel Riolo qui distribue ses avis souvent en les présentant comme des vérités et avec un ton extrêmement virulent qui parfois ne passe pas auprès de certains acteurs du foot. Et je pense que si Didier Deschamps lui fait un procès, il y a quand même pas mal d'entraîneurs et de joueurs qui doivent avoir envie d'en faire de même. Alors c'est assez fou de voir que ce débat qui a eu lieu dans un tribunal, c'était un peu rap contenders avec un échange de punchline. On a d'ailleurs un feed Twitter qui résume plutôt bien ça. Ça vient d'un journaliste Aymeric Le Gall à 20 minutes qui nous en a fait une retranscription que je vous laisse apprécier. Et franchement, j'attends de voir parce qu'on va avoir le 30 janvier la décision finale de justice dans cette affaire. Mais une chose est sûre, je suis pas sûr que Riolo comme Deschamps en sorte grandi. L'Italie s'est vautrée durant sa qualification pour la Coupe du Monde, mais heureusement, ils ne sont pas complètement vautrés, c'est-à-dire qu'ils ont terminé deuxième derrière une très belle Norvège, et ça leur donne donc la possibilité de se qualifier par une voie annexe, à savoir les barrages. Et bien ça tombe bien, on sait désormais ce que va devoir affronter l'Italie en termes de parcours pour aller à la Coupe du Monde. Le premier adversaire en demi-finale, ce sera l'Irlande du Nord, puis ils affronteront soit les Pays de Galles, soit la Bosnie-Herzégovine. Alors l'Italie est immense favori, ils sont 12e du classement FIFA. C'est quand même une nation de foot qui est relativement importante et c'est une équipe qui n'est pas dénuée de talent. Il y a eu des difficultés, mais s'ils n'arrivent pas à se qualifier lors de cette phase de barrage, il n'y aura pas de regret à avoir, ils mériteront de toute façon pas aller à cette Coupe du Monde. Parce que si eux, ils sont 12e du classement FIFA, eh bien en demi, l'Irlande du Nord, ils sont 69e et 32e, c'est soit les Pays de Galles, soit le 71e, la Bosnie-Herzégovine. Autant vous dire que normalement, tu devrais réussir à passer ça. Je suis très triste pour le peuple italien parce que si l'équipe d'Italie est peut-être pas à son prime, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quand même une très grande nation de foot, mais moi j'ai aucune confiance en Gattuso, je le redis, pour moi c'est un entraîneur et un sélectionneur qui est médiocre au sens littéral du terme, c'est-à-dire moyen moins, et franchement ce pays mériterait un petit peu mieux que ça. Quand tu regardes le 11, t'as quand même un petit peu de talent, t'as quand même des joueurs intéressants, mais bon, c'est sûr que c'est pas forcément ce que tu vois du côté de l'Espagne, de l'Angleterre. En France, on dit parfois qu'on a un trou générationnel. Je pense que quand on regarde l'Italie, on se rend un peu plus compte de ce que ça veut dire, un trou générationnel. Et d'ailleurs, cette équipe, elle a plus de 27 ans de moyenne d'âge, donc même en termes de renouvellement, bah, t'as pas non plus une équipe qui est moyenne, mais qui est que fait de mecs de 20 ans qui vont grandir et qui vont faire que l'Italie reviendra à son meilleur d'ici quelques années. Donc j'espère franchement qu'ils vont aller à la Coupe du Monde, parce que ça commencerait à faire pas mal de Coupes du Monde sans eux, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi l'Italie ça fait partie quand même des grands pays de football que j'imagine dans ce genre de compétition. Sans eux c'est pas exactement la même chose, maintenant va falloir le mériter. Est-ce que la prolongation de Saka, ce serait pas l'événement le plus sous-coté de la planète football? En fait, Saka, il était engagé avec Arsenal jusqu'en 2027, il était courtisé par de très nombreux clubs, et pour cause, fin de contrat dit opportunité à saisir, et Saka, c'est un talent qui est incomparable. Sauf que voilà, selon les informations d'RMC Sport, il y aura un accord de principe entre Arsenal et le joueur pour une prolongation jusqu'en 2030, et on peut dire que c'est une excellente nouvelle. Le joueur de 24 ans est un des joueurs les mieux valorisés au monde, il est valorisé à 140 millions d'euros, c'est la 6e plus grosse valorisation à côté de mecs comme Musiala ou Pedri, et c'est un des meilleurs ailiers de première ligue, 6 buts cette saison, 12 la saison précédente, auquel il faut ajouter 14 passes décisives. Le seul doute concernant Saka, ce sont finalement ses blessures, parce que c'est un joueur qui est fragile, il a déjà manqué quelques matchs cette saison, la saison passée il a manqué 25 matchs, donc c'est énorme, mais c'est toujours plus compliqué de recruter un joueur extraordinaire que de le garder, et garder Saka, c'était un enjeu majeur pour
Arsenal, en plus de son talent, en plus de sa jeunesse, bah c'est un mec qui est formé au club, donc il y a tout un aspect symbolique qui est hyper important, et puis c'est un international anglais, et vous savez comment ça se passe, les internationaux anglais, ils coûtent extrêmement cher sur le marché des transferts. Quand tu as deux clubs anglais de première ligue qui s'échangent un international anglais de premier ordre, tu sais que tu peux atteindre des montants records de transferts, et bien au moins Arsenal a sécurisé son ailier. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je pense que je vais aborder un sujet Première Ligue. J'ai bien envie de vous faire un petit point sur Manchester City, qui plus est, ils affrontent ce week-end Newcastle, ce qui est une rencontre particulièrement intéressante à mon sens. Donc l'idée, ce sera grosso modo de se demander où est rendu Manchester City, où en est leur reconstruction, quid de Cherki, mais également quid des autres recrues, quid de l'évolution de Pep Guardiola, quid de l'évolution du rapport de force en Première Ligue. Bref, c'est une vidéo sur laquelle je vais m'étaler un petit peu. Je vous donne donc rendez-vous normalement aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, je vous souhaite également un très bon week-end footballistique. Salut!